Notre invité aujourd'hui a étudié l'architecture. S'il avait continué dans ce domaine-là, je suis sûre que le paysage montréalais serait fort différent et que plusieurs édifices porteraient sa signature parce qu'il a une énergie sans limite, beaucoup d'imagination et surtout de la détermination en masse. Il a aussi étudié les sciences politiques. Eh bien, s'il avait fallu qu'il devienne ministre, celui-là, croyez-moi, les dossiers n'auraient pas traîné, surtout pas les dossiers culturels, et jamais l'opposition ne serait parvenue à le coincer parce qu'il est très rusé et n'a surtout pas la langue dans sa poche. René Aumirois, en fait, parle beaucoup, vous allez être d'accord avec moi, mais paradoxalement, on sait bien peu de choses sur lui. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez le connaître un petit peu mieux puisqu'il a accepté gentiment de passer cette demi-heure avec nous. Bonjour, René Aumirois. Bonjour, Marie-Claude. J'aurais fait de belles carrières si je n'avais pas fait celle que j'ai faite, là, selon vous. Mais je sais pas. Moi, oui, absolument. Mais ça, j'en suis sûre. Ouais. Ben oui, parce que René Aumirois, j'imagine, demeure René Aumirois, peu importe le choix qu'il aurait pu faire. Je sais pas. Moi, je crois que le milieu dans lequel, finalement, on aboutit permet notre épanouissement. Je ne suis pas du tout certain que dans le milieu de l'architecture, que je connais, j'ai plusieurs amis architectes qui, eux, ont continué leurs études. Je ne suis pas du tout certain que j'y aurais été heureux. Et en sciences politiques, peut-être davantage, mais en fait, c'était le droit international qui m'intéresse. Mais là-dessus, je suis sûre. Le ministre Aumirois n'aurait pas donné beaucoup de chance à l'opposition ou aux journalistes. C'est distrayant. C'est un milieu, effectivement, la politique, qu'on peut mépriser quand on regarde des gens qui se comportent de façon méprisable. Mais c'est un milieu dans lequel il y a bien du fun à y avoir, à mon avis. Et il y a beaucoup de choses aussi à faire. Et moi, j'ai un problème maintenant, dans ma vraie vie de maintenant, de conscience sociale. J'aimerais assez, sur mon vieil âge, devenir un saint. J'ai l'impression que je fais rien, que je fais pas rien pour les autres, que je suis horriblement axé sur moi-même, égoïste et tout ça. Et je me dis que si j'avais fait, je sais pas, un métier de cette nature-là, j'aurais peut-être eu la conscience sociale soulagée parce que j'aurais eu l'impression de contribuer au mieux-être des gens. Mais c'est pas le cas. Puis vous n'avez pas l'impression, malgré tout, qu'en faisant le métier que vous faites, c'est-à-dire en communiquant avec les gens, que les gens, par exemple, qui sont à la maison, qui sont seuls, qui vous regardent, qui vous aiment, reçoivent quelque chose? Oui, c'est sûr. Puis de l'information aussi, parce que je suis essentiellement un informateur, un spectateur professionnel, si on veut. Mais j'entendais dans le mieux-être des gens, la culture est très importante, mais il y a des choses qui sont plus primaire que ça dans la vie. Et Mère Teresa est une de mes idoles, c'est qui est un amour, mais c'est ça. Et vraiment, plus tard, il y a Georges Hébert-Germain, qui est un copain, qui, plus jeune, disait que lui, il espérait garder cette idée de devenir un saint plus tard, et je me roulais par terre de rire, je le trouvais bien quand même. Et je me rends compte avec le temps que je le ferai sans doute pas, mais c'est quelque chose c'est une sorte de besoin que j'ai. Et s'il y avait quelque chose que vous feriez, ce serait dans quel domaine? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites qu'il faudrait que j'aille aider, je sais pas moi, des enfants malades ou des personnes âgées? Âgées. Ça serait les personnes âgées? Et les gens qui sont vraiment très, très démunis ailleurs, et pas dans le sens de l'organisation des choses, dans le sens du travail très, très simple. J'ai des amis qui font du bénévolat, et que moi, je le fais pas, j'ai pas le temps. Puis, d'une certaine manière, ça ne doit pas m'intéresser assez pour que je le fasse, mais je les admire beaucoup. Et ils font ça, c'est très, très simple, c'est très primaire. Ils font pas de grandes affaires, ils font de petites choses. Et c'est à ce niveau-là où je pense que les gens sont plus utiles. Et je me dis, plus tard, quand j'aurai le temps. Et si c'est comme ceux que je connais qui font exactement le même genre de choses, en général, ils ont l'air encore plus heureux. Oui, comme si mes de amis, prendre nous, parce que moi j'ai un peu le même problème effectivement, je trouve que je donne pas assez de temps. Et puis en même temps, j'ai toujours l'impression de ne pas en avoir de temps. Et curieusement, ces gens-là semblent avoir toujours du temps devant eux, et même s'ils sont très occupés. C'est vraiment une question de choix, d'orientation de vie. Et moi, je suis dans la mienne, rendu à un moment où je peux pas faire ça, mais peut-être que je le ferai plus tard, dans mon vieil âge. Si vous étiez ministre de la Culture, qu'est-ce qui changerait d'abord et avant tout au Québec? Premier dossier. La première chose que vous feriez, là, on fait le grand ménage, ça y est, j'ai ce dossier-là, je peux faire ce que je veux, j'ai les budgets que je veux. Non, là, c'est vraiment rêvé. Je pense que autant au cinéma qu'au théâtre. Moi, ce que je trouve désolant, c'est qu'il me semble, en tout cas, de mon point de vue, que l'argent va dans des endroits où l'argent aurait dû aller il y a 5 ans ou il y a 10 ans, qu'il y a un décalage entre les besoins réels des créateurs et ce que les gouvernements et les institutions font. Et j'essaierais de me brancher. La première chose, ce serait pas de me brancher sur Internet, mais de vraiment me brancher sur une vraie réalité immédiate. Il y a des choses, par exemple, qui sont vraiment des détails, mais je pense, on donne de l'argent, on vient de construire des théâtres à Montréal, tout plein, et qui sont certains magnifiques, et c'était nécessaire. On donne de petits budgets, les budgets n'ont pas changé, ça coûte plus cher pour entretenir ces buildings-là, mais on n'aide pas les troupes d'ailleurs à venir ici, par exemple, occuper ces endroits-là et en échange, inviter des gens d'ici,
montrer ce qu'on fait ici, ailleurs. Ça nous rend très fermés, finalement. Oui, et je me dis ça, je suis persuadé que dans 5 ans ou dans 10 ans, ça va être réglé, mais c'est maintenant, alors que le théâtre, depuis 15 ans, le théâtre québécois a connu un essor extraordinaire. Il y a une inventivité ici. Moi, je vois du théâtre à Paris, à New York. Ça, bon, il ne faut pas se péter les bretelles. Il y a des choses. Et compagnie, Michel Marc-Bouchard. Plein de gens. La scénographie ici, c'est absolument fabuleux. Et je me dis, il ne faut pas attendre que la source soit tarie pour l'exploiter, pour la montrer ailleurs, et pour que cette source-là soit enrichie d'ailleurs. Mais ce que je dis, c'est une sottise, parce que avec la réalité du fonctionnement des États et tout ça, on ne peut pas... L'instantanéité, ça n'existe pas. Ça prend donc ce temps-là, hélas. Mais donc, qu'est-ce qu'on rêvait? Rêvons. La machine est lourde. Mais vous n'êtes ni ministre de la Culture, ni architecte de grands projets montréalais. Alors, vous avez choisi le métier de critique, qui en est un pas facile. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile dans ce métier que vous avez choisi? En fait, c'est critique. Vous êtes aussi animateur. Vous êtes aussi... Je ne suis pas critique. Bon, on va recommencer le vieux débat. Je suis un spectateur professionnel. Moi, je ne prétends pas que je suis un critique. Je crois que la critique, ça se pratique dans des universités, que la distance nécessaire pour exercer le métier de critique ne peut pas se faire quand on est, comme moi, plongé dans la quotidienneté. Pendant très longtemps, j'étais à la presse, par exemple. J'allais voir un spectacle qui se terminait, je ne sais pas, à 11h ou 11h30, et je rentrais à la salle de rédaction, je faisais mon texte, et puis j'allais me coucher à 3h du matin. Moi, je réagis à chaud, et je pense que je suis efficace de cette façon-là. Et donc, pour moi, ça veut donc dire que je ne suis pas un critique, même si j'ai vu beaucoup de spectacles, je peux faire des comparaisons, je ne suis pas complètement tweet, j'ai une certaine sensibilité, mais pour moi, les vrais critiques sont des gens qui se consacrent vraiment à l'étude d'une œuvre et qui peuvent faire des comparaisons et qui ont pour eux le temps pour faire ça. Alors donc, moi, je pratique ce métier-là parce qu'il me plaît, et il n'y a rien dans ce métier-là qui me déplaît. La seule chose que je trouvais à l'époque un petit peu agaçante, c'était de devoir faire des entrevues, par exemple, avec des gens dont ensuite j'allais voir les spectacles pour peut-être les panner. Ou le contraire. Voir le spectacle puis interviewer la personne le lendemain quand on a détesté, c'est pas exactement confortable. Parce que c'est inconfortable. Ouais. Puis moi, je suis timide, moi. Alors, je me soigne, mais je suis timide. Et des vous situations... soignez bien. Je me soigne bien, mais les situations qui exacerbent ce genre d'affaires-là, j'haïs. Mais ça c'est peut-être la seule chose que je détestais. Le reste, je ne regrette rien, ni de ce que j'ai dit, ni de ce que j'ai pensé, parce que j'ai toujours exercé ce métier-là, je pense, honnêtement. Et ce que je disais, c'était ce que je pensais vraiment. S'il y a des gens que j'aime pas dans ce milieu-là, il se peut très bien que j'aime néanmoins ce qu'ils font. Oui. Et je vais le dire. Et j'ai jamais nourri de vendetta contre personne. Je vous dis, je veux devenir un saint, c'est très bien parti. Alors, souvent, justement, les critiques... les gens qui font des commentaires, les spectateurs professionnels, sont obligés justement de dire parfois qu'ils n'aiment pas quelque chose. Des fois, c'est pas toujours évident. Mais moi, j'aimerais savoir, c'est la fois où vous avez été le plus mal de dire que vous aviez aimé quelque chose. Mais je suis mal je me sens un peu bizarre. Parce que tout le monde détestait peut-être et vous aviez aimé. Parce que, non, c'est qu'il y a des choses... Vous savez, ce milieu-là a des règles. Il y a des choses qu'il est bien d'aimer, puis il y a des choses qu'il est bien de détester. Bon, c'est à la fois des modes, des snobismes, etc. Et il y a des fois où c'est un peu gênant d'aimer quelque chose de très simple. Par exemple, je parle à votre émission d'une auteure anglaise qui s'appelle Minette Walters, qui est pas une auteure majeure, c'est pas quelqu'un qui va laisser sa marque dans l'histoire de la littérature, mais ça me plaît. Et ça, je trouve ça, quand je suis confronté avec des gens qui me regardent, mais vraiment de très, très haut, en me disant, mais enfin, mais qu'est-ce que vous trouvez? J'y trouve du plaisir. Et quand je trouve du plaisir à quelque chose, pour moi, c'est important de dire à d'autres, hey, il y a peut-être du plaisir à prendre là-dedans. Pour moi, c'est ça, mon métier. Sauf que il s'exerce c'est pas toujours au même niveau difficile. non plus, le plaisir. Non, c'est ça. Mais dans ces moments-là, peut-être parce que j'ai un fond de snobisme que je ne reconnais pas, mais c'est les moments où je me sens pas mal à l'aise, mais je trouve ça plus difficile et je dois comme presque me forcer. Mais je me force parce que régulièrement, vous le savez, on travaille ensemble. Je conseille pas n'importe quoi, mais les choses qui me plaisent vraiment, nonobstant que ce soit couronné par l'Académie française ou que... Ou à la mode ou pas à la mode. Ou pas à la mode. Mais je dois... À chaque fois, je me dis, oh, c'est pas très sérieux ce que je fais. Oui, je le fais. Je le fais néanmoins, mais pour les gens qui me traitent de tous les noms, j'hésite quand même un peu. Ça va les rassurer sur mon cas. René Aumirois, avez-vous vu le film Sabrina pendant vos vacances? Oui. Bon. J'étais encabané dans un endroit où il faisait mauvais, pas beau, puis effectivement. j'avais que des films à rattraper. Bon. Dans Sabrina, à un moment donné, on connaît le rôle de Harrison Ford qui joue Linus, un homme très sérieux qui connaît son rôle dans la vie depuis toujours, homme d'affaires, etc., très programmé. Et à un moment donné, Julia Ormond, la jeune fille du chauffeur de la famille, demande à son papa,
Comment était Linus quand il était petit? Et son père répond shorter. En préparant cette interview, René Aumirois, j'ai pensé à vous. J'ai l'impression que quand vous étiez petit, vous étiez simplement plus petit, mais que vous étiez exactement le même. Je vous imagine à table, là, votre mère vous sert quelque chose. Non, je ne mangerai pas de ça. Tu sais très bien qu'il n'est pas question que Non, j'étais pas. Donner des raisons. Comme ça. Non, j'étais un enfant extrêmement, j'y reviens, timide. J'étais un enfant j'étais un premier de classe. J'étais un enfant très suiveux. J'étais pas. Je me suis rendu compte que je pouvais être un peu un leader. La première bagarre que j'ai eue dans la cour de l'école, je ne m'étais jamais battu jusqu'à ce moment-là, et que j'avais gagné. Je m'avais gagné. Bon, et je me suis rendu compte que de poser un geste comme celui-là, les autres avaient tendance à venir à soi et à nous suivre et tout ça. Et je me suis fait une gang. Puis bon, c'était... Et j'ai comme changé de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. J'ai comme changé de personnalité à ce moment-là. Mais non, vraiment tout petit, j'étais un enfant très docile, très gentil, propre sur lui. L'enfant parfait. Oui, non, mais j'étais un petit enfant... gens têteux, niaiseux, là, tu sais, qui nous énervent un peu, là, qui sont trop... Oui, et puis, mais j'ai changé. Avec des lunettes déjà petits? Non. J'ai commencé à en porter des lunettes, d'ailleurs, par pure coquetterie, pour me faire un visage, parce que j'avais pas besoin de ça du tout. Puis à un moment donné, oui, la barbe et les lunettes, c'est pour me... Je trouvais que j'avais une face à claque, ce que je continue à trouver, d'ailleurs, que j'ai, mais la barbe et les lunettes ont un peu atténué ça. Puis, avec le temps, bien sûr, la lunette est devenue nécessaire, donc maintenant, elle est inscrite dans la réalité, mais il ne me viendrait pas à l'idée de me faire opérer au laser. Ou d'avoir des lentilles. Ou d'avoir des lentilles. Donc, on ne peut pas vous voir sans lunettes, là, même pas ce matin pour voir... Non. Oui, mais c'est vraiment, c'est un masque. Vous savez, on se compose parce que les femmes se maquillent. Ah, oui, parce que c'est le même, mais presque la même, pas la même monture exactement, mais pas loin. C'est le même modèle, oui, et qui est revenu presque à la mode. D'ailleurs, c'est assez drôle de suivre ces choses-là. Et cette année, mon réalisateur me disait, il faudrait quand même changer ça, ces lunettes-là. À la télé, ça fait un effet extrêmement désagréable. On a l'impression qu'il y a une goutte de mercure qui glisse ici dans un éclairage un peu violent. Et je pense que l'an prochain, je vais en changer. Il faudra que je trouve autre chose. Mais je vais en porter... des petites lunettes de corne. J'en ai essayé. Je trouve que j'ai l'air d'un fou avec ça. Dangereux. Mais enfin, bref, mais c'est un masque et c'est pas, je l'avoue très, très simplement, c'est vraiment un masque et la barbe. Et bon, ça récompense aussi pour des absences. Et ça... Mais c'est sécurisant? C'est sécurisant comme ça? C'est sécurisant. Je me suis fait longtemps croire que la barbe, c'est parce que j'étais paresseux et je détestais faire ça. Les filles, vous ne savez pas ce que c'est, se faire la barbe tous les matins. C'est extrêmement désagréable. Mais je me suis rendu compte que c'était en partie ça, la paresse. Je suis très paresseux, mais c'était aussi le fait que je mettais une distance très subtile, mais néanmoins qui est pas si subtile que ça, qui existe entre les autres et moi. Je cachais pas. C'est pas que j'ai pas de menton ou que j'ai les lèvres minces. C'est juste que ça. Je trouvais que ça équilibrait, je sais pas, ma belle personnalité. Mais mais c'est réussi, en tout cas, ça marche, comme je peux me permettre de le dire. Oui, je peux pas imaginer maintenant d'enlever ça. Ça fait je porte la barbe. Parce que c'est quand même beaucoup d'entretien aussi de la garder toujours à la même longueur, toujours pareil. Oui, mais maintenant, c'est formidable. Il y a des choses qui se vendent. Là. Depuis qu'il y a eu Miami Vice et qu'on peut... Vous savez, Don Johnson avait une barbe de 4 jours. J'ai découvert ça, effectivement. Maintenant, c'est enfantin. C'est presque comme se raser, sauf que ça rase à distance du visage. Avant, il fallait aller chez un... Vous savez, les vrais barbiers, ça n'existe presque plus maintenant. Les barbiers, c'était pour la barbe. Et bon, j'en avais trouvé un. Puis après est arrivée cette chose merveilleuse. Donc, ma vie de barbe va très bien. Oui. Et ce côté verbomoteur, donc si vous étiez timide, petit, c'est vous qui me posez cette question-là. C'est bien moi. Sauf que moi, je peux vous le dire, moi, j'étais déjà assez verbomotrice petite. Mais vous, étant timide et tout, est-ce que c'est venu plus tard? C'est hérité de qui, ce côté? De personne, je sais pas. Je suis peut-être le fils du facteur. J'ai aucune idée. Ma mère n'était pas verbomotrice. Mon père était un homme d'une discrétion. Il était discret au point de presque pas exister. Et je sais pas, je pense que je me suis rendu compte que j'avais une facilité à ça, comme à écrire d'ailleurs, donc à dire des choses, et que ça donnait pas vraiment un pouvoir, mais que ça donnait... D'abord que c'était une occupation très distrayante. Et je me suis rendu compte avec le temps que je réfléchissais mieux, entre guillemets, quand je réfléchissais tout haut. Je vais au théâtre très souvent seul ou au cinéma seul, mais le plus grand plaisir que j'ai, c'est d'y aller avec quelqu'un, et le plus grand plaisir, c'est l'après, c'est de dire ensuite, puis ceci, cela, et ça me permet d'élaborer les impressions, enfin de mettre en ordre, pas de les vivre, parce que je les ai vécues, les impressions que j'ai eues. Mais je suis vraiment... On est deux verbomoteurs. Si on faisait des enfants, ce serait incroyable! On ne pourrait jamais placer un mot. On pourrait jamais... Mais vous tolérez le silence.
Ah, tout à fait. Puis j'adore la solitude. Quand les gens disent ça, je trouve que c'est assez comique parce qu'on peut pas, je pense, adorer la solitude mur à mur. Mais je mène une vie quand même relativement, pas trépidante, mais occupée. Et il n'y a rien que j'aime autant que me retrouver quelques jours, pas quelques mois, pas quelques années, quelques jours, vraiment tout seul avec mon chien. Je trouve ça c'est nécessaire à mon équilibre, mais autant ça me plaît quand ça commence, autant après un temps qui peut être plus ou moins long, ça devient pour moi exaspérant et il faut que je quitte cette solitude-là. Mais j'en ai vraiment besoin et cette année, ça me manque parce que je travaille particulièrement fort. Mais l'année dernière, l'année d'avant, j'allais passer toujours au moins 2 jours, 3 jours à la campagne et je trouvais ça extraordinaire. C'est une sorte d'équilibre et encore là, c'est je pense avec le temps qu'on finit par comprendre comment notre métabolisme mental fonctionne et le mien fonctionne comme ça. J'ai besoin de ces espèces de hiatus. Avant, quand j'étais à la presse, je me souviens que j'engueulais mes collaborateurs parce qu'ils ne voulaient pas travailler le week-end. Ça me scandalisait qu'on ne travaille pas le week-end. Moi, je travaillais tout le temps. Donc, je ne vous scandalise pas. Pas du tout. Mais le week-end et la semaine, tout le temps. Et j'ai fini par comprendre que l'être humain a vraiment besoin, à un moment donné, de prendre un certain recul et que c'est pendant ces périodes-là où on ne réfléchit à rien que très souvent, les solutions s'imposent d'elles-mêmes. On a un problème à régler. Il faut écouter la petite voix. Oui, ça arrive comme ça. Et quand j'ai découvert ça il y a peut-être 15 ans, et depuis, pour moi, c'est très, très important, donc, d'avoir un certain recul, de prendre des week-ends, de prendre des jours de décrochage. Les choses vont très, très bien dans votre vie, René Aumirois. On a l'impression de toute façon que ça va toujours bien. Pourtant, il y a eu quand même certains passages difficiles. J'imagine qu'à l'époque où il y a eu des magazines qui ont fermé et tout, c'est pas très facile. Je veux pas qu'on parle de ça en détail. Je voudrais surtout voir comment vous gérez les gros chagrins, les grosses tristesses, quand ça va pas. Est-ce que vous vous retirez? Comment vous êtes? Oui, la solitude aide beaucoup, étonnamment, à ça. Ça aide d'avoir des amis aussi qui savent comment nous prendre dans ces cas-là. Mais j'ai une qualité, je pense, ou enfin, je rebondis aisément. C'est-à-dire, je suis comme une balle. Sur le moment, je me souviens, par exemple, quand Ticket, qui est un magazine de cinéma que je faisais, a fermé, et que je l'ai appris. Bon, c'était une grosse corporation, Télémédia, qui faisait ça. Puis on m'a annoncé le matin que ça ne marchait plus. Et j'ai pleuré d'abord, ce qui est très sain, je pense, parce que c'est une grande tristesse. Faut que ça sorte, Et puis je suis parti à la campagne pour 2 semaines, 3 semaines. J'ai pas vidé mon bureau, j'ai rien fait, juste pour avoir le temps d'absorber cette affaire-là. Puis après, j'ai recommencé. Puis vous savez, je me dis, pour moi, le travail est très important, le travail que je fais. Je me dis, on vit dans un tout petit endroit. Ça a un avantage, c'est que quand on dispose d'un petit talent, mais d'un talent qu'on peut utiliser de différentes manières, je sais faire pas mal de choses, on risque pas d'être complètement écarté. On risque de toujours faire un peu quelque chose qui nous plaît, donc de ne pas crever de faim non plus, ce qui est quand même assez important, mais d'être occupé, d'avoir quelque chose à faire qui nous intéresse. Parce que c'est un principe de vie pour moi, ne jamais faire ce qui ne me plaît pas. J'ai fait ça une fois dans ma vie et je l'ai tous les matins où j'avais à faire cette chose-là, je me réveillais en me disant quel jour on est. On est jeudi. Vivement vendredi. Vivement vendredi et vivement que ce soit terminé et jamais plus j'offrirai ce genre de choses. René Aumirois, quelle est la forme d'art qui vous donne le plus le sentiment d'éternité, qui vous transporte là au-delà des mots? J'aime la réaction. Oh oui, la forme d'art que je préfère, parce que je trouve la plus complète, c'est le cinéma. Mais celle qui me donne cette impression-là, c'est évidemment la littérature, parce que c'est quelque chose que je retrouve pas, par exemple, dans l'art plastique. Moi, j'aime beaucoup la peinture, mais je retrouve quelque chose de très plaisant là. Non, mais la littérature, c'est un rapport qu'on établit avec soi-même, avec les autres, avec le temps, avec la pensée, avec plein de choses. Et quand on dit que, le vieux gag, vous partez sur une île déserte, quel bouquin emporteriez-vous? Il ne me viendrait pas à l'idée, si je m'en allais sur une île déserte, d'apporter des disques ou d'apporter des tableaux, où j'apporterais vraiment des choses à lire. La musique est plaisante, tout ça est extrêmement nourrissant et tout, mais c'est vraiment la littérature qui me nourrit le plus. Ouais. Si vous écriviez, parce que vous écrivez de toute façon, mais si un jour vous aviez à créer quelque chose, je pense qu'il y a des gens qui font le même genre de métier que vous qui l'ont fait. Je pense, par exemple, à Nathalie Petrovski qui s'est décidée à écrire un livre. Georges Hébert-Germain qui a écrit aussi. Vous avez même envié, quelque part, sa passion, la passion qu'il avait pour les projets. Oui. Ça serait une passion. Pourquoi? Ça serait sur quoi? Vous écririez? Ça pourrait être un scénario de film, une pièce de théâtre? C'est un métier. Non, ce serait sûrement un roman. J'ai un paquet de nouvelles qui sont déjà écrites. La nouvelle est une forme d'écriture que je trouve absolument fascinante. Très, très difficile, au contraire de ce qu'on pense, parce que c'est court, c'est
c'est pas compliqué, c'est très, très difficile à faire et j'ai joué avec ça. Mais je considère que c'est deux mondes, celui que j'habite et le monde des créateurs. Je suis pas un artiste, je suis pas un créateur, je suis quelqu'un qui regarde, qui écoute, qui apprécie ou qui apprécie pas ce que les autres font et c'est comme aller de l'autre côté du miroir, je crois, que de se mettre à pratiquer ce métier-là. Et je me dis que si j'avais eu des dons particuliers pour ça, me connaissant, je les aurais exploités autrement que tranquillement chez moi, si vraiment j'ai rien d'autre à faire ou s'il me vient un flash que je me mets à écrire et à développer, je me serais battu. Vous disiez en début d'émission que quand je veux faire quelque chose, je m'organise pour que ça se fasse. Je pense que si j'avais senti que j'avais du talent pour ces choses-là, je l'aurais développé. Je ne sais pas ce que ça aurait donné, mais j'aurais au moins essayé. Or, je ne l'ai jamais fait parce que je pense que c'est pas ma place. Je suis de l'autre côté du miroir, vraiment. Il reste à peine une petite minute. En tout cas, quand vous développez des projets, vous les développez jusqu'au bout. Scène de la vie culturelle, c'était votre idée. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Et puis là, il est question d'un nouveau projet. C'était dans les journaux récemment. Où est-ce que ça en est? Bon. C'est arrivé à la télé. Là, on pourrait dire c'est arrivé dans le journal. C'est arrivé dans le journal, en fait. Ça s'appelle C'est arrivé à la télé, mais c'est un projet. Et il y a eu un malentendu quelque part, je pense, et ça a été publié comme étant une chose faite, ce qui n'est pas le cas. Je souhaite que ça se fasse parce que je crois que la télévision a nourri la culture québécoise, la culture partout dans le monde, mais particulièrement ici. La Révolution tranquille, à mon avis, n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu avant la télévision. Donc, la télé au Québec nous tient lieu de mémoire collective, d'histoire, en tout cas de reflet de notre histoire. Et l'idée de cette émission-là, c'est justement d'aller regarder dans le passé comment notre passé était par rapport à ce que notre présent est devenu, autant dans les choses légères que dans les choses graves. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Mais il me semble qu'il y a là une matière très intéressante. Mais c'est un projet. Et je vais me battre pour que ça marche. On vous souhaite de tout cœur que ça fonctionne et que Scène de la vie culturelle se poursuive aussi. René Aumirois, merci infiniment. Ça a été très agréable. On aurait pu continuer longtemps.